Lorsqu'après avoir travaillé de longues années dans le champ de la radio, j'entrepris de préparer les concours de recrutement de l'enseignement secondaire, dans la perspective d'enseigner la philosophie, j'avais l'habitude de m'exercer quotidiennement, chaque matin, à élaborer des plans détaillés de dissertation. Pour cela, je tirais au hasard, dans des rapports de jury, toutes sortes de sujets d'entraînement, par exemple, mon corps m'appartient-il? Les mathématiques ont-elles un objet propre? À quoi sert la notion d'état de nature? Un matin, l'une de ces questions retint tout particulièrement mon attention. L'intitulé du sujet était le suivant: peindre un paysage, est-ce représenter la nature? En traitant cette question, j'avais bien conscience que l'art de peindre n'était qu'un moyen, parmi d'autres, de contribuer à la formation d'une certaine image de la nature et que les sciences, la physique en particulier, participaient elles-mêmes à l'édification d'une telle représentation. Ayant précisé cet aspect du problème, j'orientais mon questionnement dans l'examen d'une difficulté esthétique. Comment l'esprit passe-t-il de la contemplation d'un paysage in situ à l'idée que le même paysage, saisi par la peinture, serait une représentation de la nature? Comment le spectateur en vient-il à admettre une telle équivalence? Comment passe-t-il de la contemplation de la partie, le paysage, ce paysage, un paysage, à l'idée d'un tout incommensurable, la nature? De proche en proche, ce problème théorique m'amena à construire le plan de ma dissertation autour du questionnement suivant. Que représentent les choses que nous représentons, le paysage en particulier, lorsque nous recourons à l'art pour le faire, la peinture spécifiquement, si cette dernière consiste à prendre modèle sur un réel préexistant? Quelle est la source de ce modèle lorsque celui-ci est issu d'une observation de la nature? Des années après, ayant cessé de travailler à la radio et renoncé par la force des choses à un certain travail de création radiophonique qui m'avait très fortement mobilisé, je ressentis la nécessité de poursuivre le travail que j'avais entrepris sur le sonore à travers d'autres médias, la peinture et la sculpture en particulier. Cette question esthétique réapparut alors sous d'autres traits, cette fois dans les termes d'une réflexion sur la pratique dans laquelle je m'étais engagé. Que représentent les choses que je cherche à représenter à travers certains choix artistiques? Qu'est-ce que je cherche à signifier, à montrer, à rendre visible? Qu'est-ce que je tends à transcrire, à saisir, à appréhender? Quel ressenti? Quel mouvement psychique? Quelle force? Quelle énergie? Qu'il s'agisse de peindre, d'assembler de la matière, de faire des collages numériques, de monter des images, de sonoriser des vidéos, dans tous ces cas, y a-t-il quelque chose comme un fil conducteur qui permettrait de faire des hypothèses sur ce qui irrigue souterrainement cette pratique et de mieux comprendre ce qui fait résonance d'un tableau à un assemblage de carton, d'un collage numérique à un montage vidéo? Je voudrais tenter de répondre en partie à cette question à travers l'analyse d'une série d'acryliques sur médium.
Le projet s'intitule 1x10. Il se compose d'une série de 10 tableaux de 40 cm sur 50, peints à l'acrylique sur des panneaux en médium de très faible épaisseur. L'ensemble a été réalisé en juin 2020. La série a été conçue à partir d'un premier tableau qui donne son motif à l'ensemble du projet, motif assez aisément reconnaissable en raison de l'utilisation d'un code couleur simplifié réparti presque uniformément sur l'ensemble des panneaux. Dans la partie supérieure du tableau, 2 couleurs dominantes, le bleu et le blanc. Dans les parties médianes et inférieures, 3 couleurs, jaune, vert, mauve. Ici et là, des parties apparentes de médium suggèrent des nuances de terre d'ombre. Sur chaque panneau, la vue d'ensemble est appréhendée depuis un plan subjectif, légèrement en contre-plongée. En dépit de certains éléments de transparence, de profondeur, de contraste, le panorama est dénué de tout effet de perspective. Pourtant, il s'agit bien d'une peinture de paysage, au sens le plus strict du mot, une représentation d'une certaine partie de la nature, appréhendée comme un ensemble, selon un certain cadrage perceptif, cette partie que l'on nomme depuis le XVe siècle paysage. D'où son titre, 1x10, la même vue d'ensemble, le même paysage, appréhendé sous 10 angles de vue différents, ou par 10 personnes différentes, ou à des moments différents de la journée. 10 manifestations d'une portion de nature qui s'est sédimentée et essentialisée au fil des siècles sous le vocable de paysage. Le travail de symbolisation est ici réduit à l'essentiel. Dans la partie supérieure du tableau, le ciel et les nuages. Dans la partie médiane, la végétation. Dans la partie inférieure et à l'arrière-plan, l'air et la terre. Le dessin d'ensemble est assez schématique, bien que sur certains panneaux, à l'image du panneau 4, des détails peuvent évoquer certaines caractéristiques observables dans la nature, les nœuds du bambou par exemple. D'autres éléments laissent perplexes. De quelle partie de la nature ce serpentin peut-il bien tenir lieu? Comme le laisse supposer le repérage de ces détails, il s'agit d'un paysage imaginaire, paysage composé, et non d'un paysage d'après nature. La nature est donc ici appréhendée à travers des souvenirs de perception auxquels se mêlent certains traits schématiques dont la source est l'imagination. Manifestement, consciemment ou non, le projet a été conçu de manière à susciter un effet de série à travers la suggestion de ressemblance, d'équivalence, de similitude, homologie dont la mise en œuvre technique est assez simple. Bleu, blanc, vert, jaune, haut, bas, ciel, terre, eau, air. Comme si finalement, de part en part, l'essentiel du travail technique avait consisté tout entier dans la visée d'un effacement de la forme, ou plutôt du détail, de l'exactitude, au profit du seul jeu avec la couleur. Considérés séparément les uns des autres, les éléments constitutifs du motif principal perdent ainsi toute signification. Par exemple, ce qui peut évoquer un nuage dans le panneau numéro 9, considéré isolément, objectivement, n'évoque plus rien du tout. Le détail ne prend sens qu'inscrit dans un contexte qui fonctionne lui-même sur la base d'une symbolique dépouillée de tout ornement, sans glisser complètement dans le champ de l'abstraction, le panneau 10 faisant toutefois légèrement exception à cette règle.
Pas de dehors, pas de lointain, pas d'horizon, un arrière-plan étroit, privé de tout effet de perspective, l'œil en est réduit à circuler à l'intérieur du tableau, renvoyé d'un panneau à un autre panneau. Comme dans d'autres essais, entrepris notamment en sculpture, l'attention a été placée là, dans des effets de perception suscités par l'absence de dehors et une grande simplification des traits. Que se passe-t-il donc à l'intérieur? Sur quelle force cette absence a-t-elle été conçue pour que le paysage soit ici appréhendé sous les traits d'une nature énergique, ondoyante, mais dépouillée? De quelles expériences, de quels ressentis, de quels problèmes est-elle issue? La démarche adoptée dans cet essai est assez analogue au travail de problématisation accompli habituellement en philosophie. Construire un problème à partir d'un étonnement premier, d'une difficulté théorique ou d'une expérience vécue. Réduite à l'essentiel et transposée dans le champ esthétique, cette démarche pourrait être énoncée dans les termes suivants. Comment transcrire sur une surface ou en volume une expérience de perception qui tient tout entière dans le fait d'isoler mentalement une couleur et une forme de leur lieu d'origine. Par exemple, comment transposer sur la surface d'une toile l'expérience consistant à percevoir séparément les couleurs qui recouvrent une table de ping-pong. Comment façonner en volume l'acte de saisir isolément certains aspects d'un objet ordinaire, indépendamment de toute considération d'utilité, par exemple la citerne d'un camion. Cette question pourrait être également exprimée comme suit. Comment saisir une unité, celle d'un objet, d'une forme, dans un divers, le réel, la nature, qui ne cesse d'ondoyer? Comment passer du divers de la sensation au concept qui n'en retient que les aspects les plus saillants, quand il ne s'agit plus de penser, mais de transposer un ressenti, une sensation, une perception, dans une pratique dite artistique? Si l'on franchit pour un moment les limites du questionnement philosophique, pour ressaisir cette démarche dans les termes d'une clinique du sujet et de l'objet esthétique, donc comme un processus qui ne pourrait pas uniquement être issu d'une réflexion théorique, mais qui mobiliserait aussi et qui serait infléchi par des mouvements psychiques, ce sont des questions d'un tout autre ordre qui émergent alors. S'agissant de cette recherche d'unité, à quel processus psychique pourrait-elle renvoyer? À quel ressenti? À quelles expériences? Plus généralement, de quels mouvements psychiques inconscients les tensions, les tendances, les orientations d'un parcours artistique pourraient-elles témoigner? Que pourrait dire de ces orientations quelqu'un qui serait invité à évoquer librement sa pratique artistique? Et dans quel récit sur soi cette personne s'engagerait-elle? Dans quelle narration?